Bonjour, chronique littérature aujourd'hui, une chronique rédigée pour le numéro 98 de Bifrost. Parce que oui, comme vous pouviez vous en douter si vous suivez un petit peu la chaîne, ces derniers temps je ne me sens pas vraiment de faire des chroniques littéraires véritablement de mon côté. Je vais continuer d'en faire pour Bifrost et de les rapporter ici. On verra si ça reprend un autre jour ou pas, mais là, pas envie. Et donc cette chronique a été mise directement en ligne sur le blog de la revue Bifrost dans la rubrique Objectif Rune en plus pour le numéro 98. Elle porte sur La mort du fer, roman de Serge Simon Held, avec une préface de Juan Asensio qui parvient à n'insulter presque personne, ce qui est impressionnant. Ça a été publié par L'Arbre Vengeur et ça a été republié donc en octobre 2019, même si c'est un roman qui date de 1931. Car L'Arbre Vengeur est un éditeur qui exhume, et donc cette fois un roman français d'anticipation datant de 1931, peu ou prou la seule œuvre littéraire d'un auteur, Serge Simon Held, dont on ne sait rien, si ce n'est qu'il était ingénieur. La mort du fer n'était pas passée inaperçue à l'époque. Le roman a échoué au Goncourt, mais a eu droit à une traduction anglaise en pulp, ce qu'on peut juger préférable. Reste qu'on l'avait essentiellement oublié jusqu'à cette réédition presque un siècle plus tard. Dans ce roman, le fer, matériau vital à la civilisation, succombe à une sorte de maladie dite sidérose ou mal bleu, qui en affaiblit les propriétés jusqu'à le rendre inutilisable. L'origine de cette maladie minérale tient peut-être à une contamination d'origine extraterrestre. Qu'importe, ça n'est pas vraiment le propos. La maladie du fer ici n'est finalement pas mieux expliquée que la disparition de l'électricité dans Ravage de Barjavel une décennie plus tard. Et en fait, de roman La mort du fer, d'un style inégal et à la structure un tantinet déséquilibrée, alternant les tableaux détachés et objectifs, avec beaucoup de guillemets, vus de loin, et les séquences à hauteur de personnages, témoins du cataclysme, ne fait pas davantage preuve d'application quand il s'agit de camper ces derniers. Le suspect numéro 1, l'ingénieur juif et russe et donc communiste ou anarchiste, Sélévine, est en définitive celui qui s'en sort le mieux, personnage complexe aux multiples facettes. Le reste est unilatéral, comme un corollaire de la plume de l'auteur, lourde d'amertume et de dégoût et au point parfois de l'épuisement. Honnêtement, je suis quelqu'un de porté au pessimisme, voire à désespérer de l'humanité, mais là ça a été au-delà de mes propres capacités personnelles assez régulièrement. Les collègues de Sélévine, comme le répugnant Leclerc, son employeur et les autres capitaines d'industrie du Nord, leur famille bourgeoise jusqu'au service athée, leur cercle culturel avec des guillemets là aussi, constitue un microcosme caractérisé par l'égoïsme à courte vue. Mais il en va de même des subordonnés, la tourbe des ouvriers tous fainéants et ivrognes, les hommes agitateurs hypocrites et barbares, les femmes perverses et manipulatrices, et il y a bientôt pire encore, surtout aux yeux d'un Leclerc, alors à distinguer l'auteur, supposons-le, les sans-travail, toujours plus nombreux, toujours plus violents, et les migrants qui débarquent par trains entiers. À mains égards, dans les qualificatifs parfois outranciers comme dans les obsessions, c'est bien un roman de 1931. Et il n'en est que plus terrifiant de constater à quel point il serait aisé de reporter ce discours nauséeux sur la France de 2020. Bon, peut-être pas la description des soldats noirs déployés pour leur sauvagerie caractéristique, espérons-le. Mais la société dévirilisée, on n'en a semble-t-il pas fini avec, hélas, et de même pour les échos technophobes que le sujet suscite presque naturellement. Ce qui intéresse SSL, c'est bien l'impact de cette maladie hors norme sur la civilisation humaine et l'effondrement de cette dernière qui s'est bâtie sur le fer et en dépend absolument plus que jamais en cet âge d'or de l'industrie, véritable règne de la machine. Et ici, la mort du fer se part à nouveau d'arguments moraux, je ne sais pas si c'est le mot, c'est peut-être simplement politique, ouais, dépeignant avec une morbidité vengeresse l'homme ignoblement asservi à ses créations artificielles et qui en fait tout naturellement les frais. Ce qui est somme toute assez commun, et il en va de même pour la conclusion spiritualiste via Sélévine qui tourne l'Apocalypse au sens vulgaire en Apocalypse au sens religieux, retournement qui, comme d'habitude, ne parlera qu'aux convaincus. Demeurent les tableaux de la catastrophe en cours, quand elle est vue de loin sur le mode de la chronique historique ou journalistique. Et ici, la mort du fer ne manque pas d'images fortes et qui nouent les tripes. SSL y fait régulièrement montre d'une lucidité inquiétante, et c'est quand ces tableaux sont les plus froids, les plus dépassionnés qu'ils sont les plus efficaces. Quand l'auteur juge, ou quand il juge ouvertement en tout cas, l'impact s'effondre comme, au hasard, une tour arrogante succombant au mal bleu. La sombre puissance des plus cauchemardesques de ces tableaux suffit peut-être à justifier qu'on y jette un œil. Sans doute même. Pour autant, on ne qualifiera pas cette exhumation d'indispensable ou a fortiori de salutaire. La mort du fer est une curiosité pas inintéressante, mais bien lourde souvent et, au fond, qu'on l'ait si longtemps oubliée, n'a rien de scandaleux.